Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le conteur et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur sur le premier amour. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci, alors laissez-le en commentaire. Quand vous serez prêt, installez-vous confortablement et détendez-vous. Avant de commencer mon histoire, j'espère que vous aurez un peu de patience, car je préfère garder mon identité secrète. En vérité, je veux juste vivre tranquille et en paix avec mes enfants, sans raviver le passé ni me soucier de problèmes qui n'ont plus de solution. L'histoire commence dans un tout petit village du Mexique, un endroit où il ne se passe presque rien et où la pauvreté était plus la règle que l'exception. La vie là-bas était une lutte constante, jour après jour, sans répit. Ma famille n'avait pas grand-chose. En fait, nous n'avions rien d'autre que le temps qui passait à survivre en essayant d'avancer. Je n'ai jamais connu mon père. Je n'ai même pas de souvenir clair de lui. Ma mère, qui a toujours été une femme très forte, a élevé seule mes frères et moi, en travaillant dur toute la journée dans un restaurant local en tant que serveuse. Elle a toujours été là pendant les longues nuits qui semblaient ne jamais finir, parfois amères, parfois avec un sourire plein d'espoir, se battant pour que rien ne nous manque. La vie dans ce village ressemblait à une course éternelle, où l'on travaille sans arrêt, et sans une promesse que quelque chose de meilleur allait arriver. Tout cela me faisait rêver d'une autre vie, d'une possibilité de quitter cette routine et de vivre sans ces peurs et inquiétudes constantes. Je voulais plus. Je voulais quelque chose qui me fasse sentir que ma vie pouvait vraiment changer. J'ai toujours rêvé d'avoir un père, un homme qui me protège et m'aime, vraiment. C'est peut-être pour cela que lorsque j'ai rencontré Tom, tout a commencé à changer. Tom n'était pas un type comme les autres. C'était un homme déjà âgé, presque de l'âge de mon père, mais avec lui, j'ai ressenti une sensation étrange. Comme si soudain tout avait un goût différent. Il était stable, calme, et semblait savoir ce qu'il faisait. Il m'a promis que si je déménageais avec lui aux États-Unis, ma vie allait changer, que là-bas tout était plus facile, et que j'aurais une véritable opportunité. J'ai toujours rêvé de découvrir la Californie et d'y réaliser de grandes choses. Et c'est pourquoi, sans hésiter, j'ai accepté. J'ai eu l'impression que ma chance allait enfin tourner, que je pouvais laisser le passé derrière moi et recommencer à zéro. C'était une décision difficile, bien sûr, car quitter ma terre, mes racines et ma famille, à 18 ans à peine et presque sans préparation, ce n'était pas facile. Mais j'ai aussi senti que si je ne le faisais pas, j'allais rester piégé dans ce cycle sans fin de pauvreté et de survie pour toujours. Alors j'ai tourné le dos à mon village et je suis parti avec Tom, laissant derrière moi ma mère, mes vieux souvenirs et tout ce qui m'était familier, avec l'espoir d'un avenir plus lumineux. Je ne savais pas ce qui m'attendait là-bas. Si ce serait un chemin pavé de miel ou une sorte d'enfer silencieux, mais j'avais besoin de tenter ma chance. Je sentais que ma vie allait changer et cela me suffisait. Quand je suis arrivé aux États-Unis, Tom m'a accueilli à bras ouverts et m'a fait me sentir aimé, protégé. C'était l'homme parfait, celui dont j'avais toujours rêvé, attentionné, affectueux et porteur de la promesse d'un avenir meilleur. Je me suis senti en sécurité pour la première fois depuis longtemps et je me suis totalement investi dans cette nouvelle étape. Je m'occupais de notre petit appartement et de lui aussi. Pourtant, très vite, quelque chose a commencé à changer. La personne qui m'avait rempli de tant d'illusions a vite commencé à se transformer en quelqu'un d'autre. Tom a cessé d'être cette figure de stabilité que j'avais tant appréciée pour devenir de plus en plus contrôlant. Tout à coup, il a commencé à me surveiller comme si j'étais une criminelle. Chaque chose que je faisais était un motif pour me jeter des regards, noirs et soupirer avec agacement. Je ne pouvais pas parler à mes amis, ni même sortir sans qu'ils me demandent où j'allais. Il vérifiait toujours mon téléphone, mes messages, mes appels, comme s'il avait besoin de me contrôler en permanence. Je me sentais comme dans une prison invisible, piégé dans cette maison que j'avais cru être un refuge. Tout ce que je vivais était à l'opposé de cette vie de liberté et de paix que j'avais imaginée à ses côtés. Et ce n'était pas tout,
car les paroles de Tom sont aussi devenues cruelles. Il a commencé à m'insulter pour n'importe quoi, et même à se moquer de moi parce que je venais d'un endroit si pauvre, parce que je n'avais pas de père. Et à cause de mon histoire, il me faisait sentir que je ne valais rien, que je n'étais qu'un fardeau, et que sans lui, je n'étais personne. Chaque insulte, chaque mot blessant, c'était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je me demandais si j'avais été trop naïf de lui faire confiance, si je m'étais trompé. Mais le pire est arrivé quand son comportement a commencé à devenir violent. Quand je n'étais pas d'accord avec quelque chose ou simplement à cause d'un caprice, Tom devenait une véritable bête. Une fois, en pleine dispute, il m'a giflé. Une seule gifle, mais elle a fait terriblement mal, autant sur la peau que dans le cœur. Pourtant, ce n'était que le début d'un long cycle de violence physique. Chaque fois que je le défiais ou que je ne faisais pas exactement ce qu'il voulait au moment où il le voulait, il me frappait. Parfois, c'était des gifles, d'autres fois, il me tirait brutalement. Une fois, il a plaqué mon visage contre le réfrigérateur et a failli me casser le nez. Mais après ces violences, il s'asseyait toujours avec un faux sourire pour me demander pardon, en disant des phrases comme « Je le fais seulement parce que je t'aime » ou « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est pour ça que je dois te corriger quand tu fais mal les choses. » Et moi, naïve, vulnérable, sans une once d'amour-propre, je lui pardonnais. Je pardonnais toujours. Même si ce mensonge répété encore et encore me faisait me sentir de plus en plus misérable. J'avais l'impression d'être enfermé dans une cage sans issue, et que respirer devenait chaque jour plus difficile. Je voulais partir. Je voulais avoir une vie à moi, un travail, quelque chose qui me fasse sentir que je pouvais encore être libre. Mais Tom ne voulait pas que je travaille. Il disait toujours que je n'en avais pas besoin, qu'il pouvait subvenir à mes besoins et que le mieux était que je m'occupe de la maison, de lui et de moi. Mais cette idée ne faisait que renforcer mon sentiment d'emprisonnement. Ce n'était plus une relation. C'était un cauchemar où j'étais prisonnière d'un monstre et tout ce que je voulais, c'était pouvoir m'enfuir. Un jour, Tom est rentré du travail et m'a dit « Tu veux travailler ?» « Très bien, j'ai un travail pour toi. » À ce moment-là, je me suis senti partagé entre l'excitation et la peur. Parce que quelques jours auparavant, nous avions eu une dispute violente. Je voulais prendre un poste dans un restaurant. Pour lui, c'était une folie. Et il avait réagi avec une rage que je n'avais pas vue depuis des années. Mais maintenant, tout à coup, il venait lui-même me proposer du travail. Comme si de rien n'était. J'ai été très surprise, mais aussi heureuse à l'idée de pouvoir enfin faire quelque chose qui me donne au moins le sentiment d'être utile. Ce que je ne savais pas, c'est ce que j'allais devoir affronter. Tom m'a demandé de faire quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne comprenais pas bien. Je devais transporter des boîtes scellées, enveloppées dans du plastique noir, sans étiquette ni indication sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Juste des numéros étranges écrits sur des papiers qu'il m'avait donnés. Quand je lui ai demandé ce que c'était exactement, il a refusé de me donner des détails. Il m'a seulement promis que si je réussissais cette mission, il m'aiderait à obtenir un poste de bureau, ce que j'avais toujours voulu. Alors j'ai suivi les instructions dans les messages et je suis arrivé à l'endroit indiqué. Là, je suis tombé sur un groupe d'hommes grands et tatoués qui m'ont regardé bizarrement. L'atmosphère était très tendue. Quelque chose me disait que ce n'était pas une simple course. Et puis, au beau milieu de la transaction, l'un d'eux a crié « La police !» Et en quelques secondes, tout est devenu un chaos absolu. Tout le monde s'est enfui, paniqué, et moi, j'ai juste couru sans réfléchir, le cœur battant à tout rompre, cherchant désespérément à me sauver. Je me souviens avoir couru jusqu'à une zone boisée toute proche, sans me retourner, avec la peur qui me tambourinait dans la poitrine. Je suis resté des heures caché parmi les arbres, sans bouger, sans parler, espérant simplement que personne ne me trouve. Mon corps me faisait mal, mon esprit tremblait encore, incapable de se calmer, avec cette horrible sensation que tout avait mal tourné. Je suis resté là en silence, dans cette sorte de jungle, jusqu'à ce que l'un des hommes qui travaillait avec Tom me retrouve et me ramène à la maison. Quand je suis rentré, Tom était furieux et m'a accusé d'avoir tout gâché, d'avoir fait échouer ses plans. Il m'a crié dessus avec toute sa fureur. « Tu as tout gâché, tout. Il n'y a plus rien à sauver maintenant.
J'étais complètement perdu, incapable de comprendre ce qui se passait. J'ai essayé de lui expliquer, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. En réalité, à ce moment-là, il était au-delà de toute raison, et sans le moindre remords, Tom a décidé que je méritais une punition. Il m'a attrapé par les cheveux et, dans une de ses folies, il a plongé ma tête dans les toilettes sales, sans se soucier de savoir si j'allais m'étouffer ou même mourir là, sur le champ. C'était un cauchemar absolu. J'ai senti cette eau immonde m'envahir, emporter avec elle tout espoir, toute vie. Il m'enfonçait encore et encore, tout en m'insultant et en me disant des horreurs. Je pleurais désespéré, le suppliant de toutes mes forces d'arrêter. Mais bien sûr, il ne m'écoutait pas. À un moment, j'ai juste lâché prise. Je me suis résigné à l'idée que c'était comme ça que ma vie pathétique allait se terminer. Mais alors que je pensais que c'était la fin, j'ai senti qu'on me tirait brutalement hors de l'eau. Pourtant, ce qui semblait être la fin n'était que le début d'un autre type de tourment. Ce cycle de violence et de cruauté dans lequel j'étais enfermé était un calvaire sans fin. Je ne savais pas combien de temps, encore, je pourrais supporter autant de douleur, d'humiliation et de peur, autant de désespoir. Mais il me restait encore une étincelle, infime, qui m'empêchait de totalement abandonner. Je savais que si je voulais me sauver, si je voulais sortir de ce cauchemar, je devais le faire par moi-même. Personne ne le ferait à ma place. Cette idée a commencé à grandir dans mon esprit. Un soir, alors que je fouillais de vieux papiers de mariage dans le salon, en prenant soin qu'il ne me voie pas, il est entré soudainement avec ce sourire faux que je n'avais jamais supporté. Avant même que je puisse réagir, il m'a poussé et m'a obligé à m'asseoir sur une chaise. Puis a sorti un papier. Il m'a ordonné de le signer. C'était un piège. Je le savais au fond de moi, mais je n'étais pas en position de m'opposer à quoi que ce soit. Après l'avoir signé, il m'a dit que si jamais je tentais de le quitter, il me poursuivrait en justice pour trafic de substances illégales. Il m'a menacé de m'envoyer en prison si je fuyais. Je l'ai compris. Ce document n'était qu'un piège. Je le savais. Les jours suivants ont été les plus durs de toute ma vie. J'avais l'impression que mon esprit s'écrasait un peu plus à chaque heure qui passait. J'étais épuisé émotionnellement, presque sans force, mais au fond de moi, cette petite étincelle continuait de brûler, m'appelant à résister. Quelque chose me criait que je ne pouvais pas abandonner. Alors j'ai fini par prendre une décision. Je ne sais même pas d'où j'ai tiré la force, mais à ce moment-là, j'ai simplement décidé d'agir. Il fallait que je trouve un moyen d'échapper à son emprise. À partir de là, j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai commencé à mettre de côté la moindre pièce ou le moindre billet que je trouvais. Tom laissait toujours de la monnaie dans les poches de ses pantalons après les courses. Alors, j'ai commencé à en prendre un peu chaque fois que je lavais ses vêtements, de manière à ce qu'il ne le remarque pas. J'ai aussi commencé à chercher des itinéraires de fuite et des lieux sûrs où je pourrais me cacher si j'arrivais à m'échapper. Je savais que si je faisais une seule erreur, ce serait la fin. C'était ma seule chance, alors je devais être très maligne. Quelques mois sont passés jusqu'à ce qu'enfin, une nuit pluvieuse, je comprenne que le moment était venu d'agir. J'ai profité d'un moment d'inattention pendant que Tom prenait sa douche. J'ai attrapé l'argent que j'avais caché dans un coin secret de mon placard, un petit sac avec quelques vêtements et des affaires essentielles que j'avais également dissimulées, les clés de Tom, et je suis parti en courant, verrouillant toutes les portes derrière moi pour qu'il ne puisse pas me suivre. Je n'arrivais pas à croire que j'avais enfin réussi à m'échapper de cette maison infernale, qui était devenue ma prison. La sensation de liberté que j'ai ressentie en montant dans ce train, loin de lui et de toute cette horreur, était indescriptible. Je tremblais, mais ce n'était plus de peur, c'était de l'euphorie. J'avais réussi à m'enfuir. J'étais enfin libre. L'espoir de pouvoir recommencer à zéro m'a envahi. Et à partir de ce moment-là, tout a changé pour moi. Dans les mois suivants, j'ai traversé le pays pour mettre autant de distance que possible entre lui et moi. Je faisais de petits boulots et je vivais dans des foyers jusqu'à ce que je parvienne enfin à m'installer en Floride, où j'ai trouvé un emploi dans un centre commercial et réussi à louer mon propre appartement. C'était modeste, mais décent.
Et je ne peux pas décrire la satisfaction immense que j'ai ressentie le jour où j'ai enfin eu mon propre chez-moi. C'était comme atteindre un objectif que je croyais encore impossible. Quelques mois plus tôt, j'étais enfin libre, capable de me débrouiller seul. Pendant plus de 3 ans, je n'ai rien su de Tom. L'ombre du passé restait tapie dans le fond de ma conscience. Et certaines nuits, des cauchemars me tourmentaient, des cauchemars dans lesquels il me retrouvait et me replongeait dans sa prison de douleur et de peur. Et pourtant, j'ai réussi à avancer. Il m'a fallu plus de 2 ans pour pouvoir à nouveau faire confiance à l'amour d'un homme. Mais j'ai fini par rencontrer mon mari actuel, un homme merveilleux avec qui j'ai construit un foyer. C'est à ce moment-là que j'ai finalement déposé une demande de divorce, pour découvrir que Tom était mort depuis 1 an et demi. Il avait été arrêté, et en prison, un autre détenu l'avait étranglé. Je suis resté figé en apprenant cela, mais je n'ai ressenti ni peine ni tristesse. Seulement un immense soulagement. Le monstre était parti pour toujours. J'étais enfin libre, libre pour de bon. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Je suis marié à un homme incroyable, et je suis mère de 3 enfants. Je ne suis pas riche ni rien de ce genre. Mais il ne me manque rien, et j'ai la vie paisible et prospère dont j'ai toujours rêvé. J'ai même pu faire venir ma mère et mes frères dans ce pays. Et heureusement, Tom n'est plus qu'un lointain et horrible souvenir. Le pire premier amour que l'on puisse imaginer. Quand j'étais encore en avant-dernière année de lycée, j'ai eu ma première relation avec un garçon qui s'appelait Ethan. Il étudiait dans une autre école, dans le village voisin. En vérité, on s'est rencontrés sur Facebook. Il m'a envoyé un message, et depuis on a commencé à discuter. Petit à petit, on a appris à se connaître, puis on a commencé à se voir en personne. J'allais à ses matchs de foot, et lui venait à mes matchs de softball. Quand on a officiellement commencé à sortir ensemble, cela ne faisait que quelques semaines. On n'était encore que des gamins, donc rien n'était vraiment romantique ou spectaculaire. On allait simplement acheter à manger, on se promenait en voiture, ou on passait du temps chez lui, ce qui était plus pratique parce que mes parents étaient toujours chez moi. Et si on voulait faire quoi que ce soit de plus, c'était un peu gênant. Ethan était un peu bizarre, pour être honnête. Ce n'était pas le garçon populaire typique. Il était plutôt costaud pour ses 17 ans et jouait au football parce qu'il était fort. Mais il ne traînait pas avec les ados habituels de notre âge. Il restait toujours avec son groupe d'amis qui, d'après ce qu'il m'avait dit, fumaient de l'herbe et n'étaient pas vraiment très fréquentables. Il n'allait pas à la même école que moi, donc je ne le voyais ni aux pauses, ni à la cantine. En réalité, je ne connaissais pas beaucoup de ses amis. La plupart du temps, on sortait juste tous les deux, sans grand monde autour. En plus, Ethan habitait dans un quartier assez éloigné de chez moi, et comme je ne pouvais pas encore conduire, c'était d'autant plus frustrant. D'un autre côté, dans mon école, il y avait un garçon qui s'appelait Daniel. Il m'avait toujours plu, et je commençais à développer des sentiments pour lui, ce qui faisait que je perdais peu de l'intérêt pour Ethan. Je sentais que quelque chose avait changé, que l'étincelle s'était éteinte. C'était complètement normal à cet âge-là, et à ce moment-là, je voulais vraiment voir ce qu'il pouvait se passer avec Daniel. Alors, un soir, quand Ethan m'a proposé de sortir, je lui ai demandé de venir me chercher pour qu'on puisse parler en personne et que je puisse rompre avec lui. Il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Quand je lui ai proposé ça, lorsqu'il est venu me chercher, on a fait un tour en voiture et là, je lui ai dit que j'avais besoin d'une pause, que je sentais que les choses ne fonctionnaient plus entre nous. Ethan ne voulait pas accepter que je voulais simplement rompre, et il a insisté, énervé, en me demandant ce qu'il avait fait de mal. Je lui ai expliqué que je sentais simplement qu'il n'y avait plus cette étincelle entre nous. Furieux, il a frappé le tableau de bord de la voiture avec sa main, y laissant une énorme marque. Mon cœur a bondi quand il a commencé à me crier dessus. J'ai eu très peur. J'étais sur le point de sortir en courant de la voiture. Mais il m'a attrapé par la main, m'a serré l'épaule et m'a dit « Non, non, non », avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Ensuite, il m'a demandé de ne pas partir, disant qu'il était juste en colère et qu'il allait me ramener chez moi. À ce moment-là,
Il a redémarré la voiture et a commencé à rouler en direction de ma maison. Mais au fur et à mesure que nous avancions, Ethan devenait de plus en plus furieux et continuait à me demander ce qu'il avait fait de mal. Quand il a commencé à accélérer plus que de raison et à brûler des stops, j'ai compris que nous n'allions pas vers ma maison, mais vers un endroit inconnu. Mon cœur s'est mis à battre de plus en plus vite. Mes nerfs étaient à vif. Je lui ai demandé d'arrêter et de me laisser descendre, mais il m'a crié non. La rue devenait de plus en plus sombre et on semblait s'approcher d'une forêt. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment peur. Je ne l'avais jamais vu comme ça, rempli de rage, avec ce côté presque psychotique que je ne connaissais pas. Alors, quand Ethan a freiné à la dernière intersection avant d'entrer dans la forêt, j'ai ouvert la porte d'un coup sec. Je suis sorti aussi vite que j'ai pu. J'ai commencé à courir dans la direction opposée, pendant qu'il criait que je devais revenir. Mais j'ai continué à courir. Il est sorti de la voiture et a tenté de me poursuivre. Mais alors, un conducteur dans une voiture derrière nous s'est arrêté et est descendu. C'était un homme plus âgé qui sûrement avait compris que quelque chose clochait en me voyant courir dans la rue pendant qu'il me criait dessus. D'autres personnes ont fait de même et, se rendant compte de la situation, Ethan est remonté dans sa voiture et est parti. L'homme qui s'était arrêté en premier s'est approché de moi et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai répondu que oui, et il m'a prêté son téléphone pour que j'appelle ma mère. Elle est venue me chercher sans tarder. Après ce cauchemar, Ethan m'a envoyé un message cette même nuit pour s'excuser, mais je ne l'ai même pas lu. Je l'ai simplement bloqué et je ne lui ai jamais répondu. Quelques nuits plus tard, j'ai décidé de sortir de chez moi pour aller rendre visite à Daniel, qui vivait à seulement quelques pâtés de maison. Pendant que je marchais dans la rue, quelque chose d'étrange s'est produit. De l'autre côté de la rue, à quelques mètres derrière moi, j'ai vu quelqu'un marcher à un rythme lent. Il portait un sweat à capuche, et je ne pouvais pas distinguer clairement son visage. La rue n'était pas très fréquentée, mais ce n'était pas inhabituel. Ce qui m'a troublé, c'est que plus je m'approchais de la maison de Daniel, plus cette personne se rapprochait aussi de moi, traversant la rue comme pour suivre exactement mon rythme. Et finalement, lorsque j'ai regardé de nouveau, cette même personne se trouvait désormais sur le même trottoir que moi, à seulement quelques pas. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, et j'ai accéléré le pas sans m'en rendre compte. À ce moment-là, mon téléphone m'a indiqué que la maison de Daniel était juste à droite. Alors je lui ai envoyé un message pour lui demander de sortir au plus vite, car j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Il m'a répondu que c'était bon, mais juste au moment où j'allais continuer à marcher, j'ai entendu des pas rapides derrière moi sur le trottoir. Et c'est là que je me suis retourné et que j'ai vu le type à la capuche courir dans ma direction. À cet instant, j'ai commencé à crier et j'ai couru aussi vite que possible, jusqu'à ce que je voie Daniel sortir de chez lui, l'air confus. Et quand je me suis retourné, j'ai vu que l'homme à la capuche noire avait fait demi-tour et fuyait dans la direction opposée. Je l'ai regardé quelques secondes, et à sa démarche, à sa carrure, j'ai compris qu'il s'agissait en réalité d'Ethan. C'est à partir de là que des choses, encore plus étranges, ont commencé à se produire. Je recevais des appels anonymes avec seulement des respirations silencieuses. Et un jour, j'ai trouvé la voiture d'Ethan garée juste devant la maison de mes parents au beau milieu de la nuit. Ce soir-là, je n'ai eu d'autre choix que de mettre mes parents au courant de ce qui se passait avec lui. Mon père est entré dans une colère noire, et le lendemain, il est venu avec moi et a frappé à la porte de la maison d'Ethan. Lorsqu'on lui a ouvert, il a longuement parlé avec ses parents, la porte grande ouverte, pendant que je l'écoutais depuis la voiture. J'ai entendu mon père crier qu'il se fichait que Ethan ait 17 ou 40 ans, que cette manière de harceler une fille était inacceptable, et que s'il essayait encore de me contacter, ils appelleraient la police et s'assureraient qu'il paie pour m'avoir dérangé. Je dois dire que ces paroles ont porté leurs fruits. Ethan a cessé de me chercher après cela. Il a littéralement disparu de ma vie. Et pour finir, Daniel et moi sommes sortis ensemble pendant presque une année de plus. Mais l'expérience avec Ethan a été une leçon extrêmement dure que je n'oublierai jamais.
Elle m'a appris à être attentive aux signaux, et ça, on ne l'oublie pas si facilement. Musique. Cela s'est passé il y a environ 7 ans, et ça me semble encore fou d'y repenser. L'histoire commence à la salle de sport. Pas parce que je cherchais quelque chose en particulier. En réalité, je voulais juste rester en forme, me vider la tête. Je n'y allais pas avec l'intention de me faire des amis ou de flirter avec qui que ce soit, mais il y avait un garçon là-bas qui semblait toujours vouloir engager la conversation avec moi, sans pour autant se montrer insistant. Même si je ne voulais pas me l'avouer, la vérité, c'est que c'était un gars sympa et plutôt mignon. Au début, je jouais un peu le jeu. Je répondais parfois parce qu'il ne me déplaisait pas, et que j'aimais bien le fait qu'il soit différent. Il s'appelait Ryan, il était grand, fort, musclé, et semblait vraiment s'intéresser à discuter sérieusement. Ce n'était pas juste du flirt. C'était quelqu'un qui ne semblait pas animé de mauvaises intentions, simplement quelqu'un qui voulait me connaître, sans me mettre la pression. Un jour, par hasard, j'ai vu que j'avais une correspondance sur Tinder. Et à ma grande surprise, c'était Ryan. À partir de là, on a commencé à discuter un peu plus. Et quelques jours plus tard, on s'est revus dans la même salle de sport. Cette fois, c'est moi qui me suis approché, et on a commencé à parler. Ensuite, il m'a invité à sortir, et c'est là que j'ai été un peu prise au dépourvu. Ce n'est pas que je ne voulais pas sortir avec lui, mais à ce moment-là, j'étais un peu fermé à l'amour. Je venais de sortir d'une relation compliquée, et je n'avais pas envie d'en commencer une autre aussi vite. Mais j'ai quand même accepté, parce que je me suis dit que si je refusais, ce serait peut-être gênant. Et puis, qu'avais-je à perdre? La vérité, c'est que je n'étais pas très convaincu. Mais bon, j'ai dit oui, et le soir suivant, on s'est retrouvés pour dîner. À ma grande surprise, Ryan a été vraiment charmant pendant le rendez-vous. Il s'habillait super bien en dehors de la salle de sport. Et on voyait qu'il avait fait un effort pour se présenter sous son meilleur jour. Il m'a beaucoup fait rire, et il a été incroyablement galant. La chimie semblait bien présente. Et même si j'avais quelques réticences, j'ai décidé que ce ne serait peut-être pas si mal, du moins pour cette nuit-là. Mais quelque chose a commencé à me sembler étrange. Pendant ce rendez-vous, Ryan s'est mis à agir de manière bizarre. Le premier signal clair, c'est la façon extrêmement impolie avec laquelle il a parlé au serveur du restaurant. Je ne suis pas du genre à juger à la légère, mais la manière dont il s'est adressé à lui, avec mépris, m'a profondément dérangé. Les serveurs n'ont pas un travail facile, et qu'on leur parle mal sans aucune raison, ce n'est pas acceptable. Malgré cela, j'ai pensé que peut-être il avait juste passé une mauvaise journée. La semaine suivante, Ryan et moi avons continué à nous voir, et au bout d'1 mois, nous étions officiellement ensemble. Au début, tout était merveilleux, mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Ryan a commencé à apparaître à mon appartement à des heures tardives, sans prévenir. Parfois, il se mettait en colère si je ne répondais pas à ses appels. Et franchement, son attitude devenait hyper agressive. Dès que je ratais un appel, ou que je ne répondais pas assez vite, il m'insultait, rabaissait mes amis, et en général me faisait me sentir très mal dans ma peau. Parfois, il venait ivre à ma porte en exigeant du sexe. La première fois que c'est arrivé, je lui ai dit non et je lui ai demandé de partir. Mais peu après, je l'ai entendu à ma fenêtre, en train de crier « Laisse-moi entrer! Donne-moi ce que je veux! Je veux juste être avec toi !» Je lui ai dit de s'en aller, et là, il a commencé à me menacer, disant que s'il ne pouvait pas entrer, il enfoncerait la porte. Il m'a clairement menacé de viol. Et là, ça a été la goutte de trop. J'ai immédiatement appelé la police, et heureusement, il est parti. Je lui ai envoyé un message ensuite, lui disant que c'était fini, que je ne voulais plus jamais le revoir. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je me sentais piégé dans cette relation toxique, oppressé, mais ce n'était que le début d'un cauchemar encore plus grand. Le lendemain, juste au moment où je pensais avoir échappé à cette horreur, je me suis réveillé et il frappait à ma porte. En pleurant, en me suppliant de le laisser entrer, il me disait qu'il m'aimait, qu'il avait juste besoin d'aide, qu'il allait aller en thérapie et qu'il pouvait changer. J'éprouvais encore des sentiments pour lui, je ne pouvais pas le nier. Le voir aussi vulnérable m'a fait penser que peut-être, s'il respectait mon rythme et faisait un effort,
On pourrait reconstruire quelque chose. Alors je lui ai dit qu'on pouvait faire une pause. Mais en réalité, c'était une énorme erreur. Je n'ai pas mis longtemps à comprendre que je ne pouvais plus lui faire confiance une seule seconde. Cette semaine-là a été un enfer pour moi. Je ne voulais voir personne ni parler à qui que ce soit. Je me sentais de nouveau enfermé. Alors j'ai décidé de retourner à la salle de sport pour évacuer un peu de stress. À un moment, je parlais avec un homme plus âgé, super gentil, qui m'avait demandé un conseil sur le tapis de course. On avait une conversation banale, amicale, qui durait à peine 3 minutes, quand soudain j'ai entendu cette voix froide et rauque. « Pourquoi tu ne me réponds pas? Hein? Quoi? Maintenant tu te tapes ce vieux? T'as pas honte ?» C'était Ryan. La scène a été un vrai cauchemar. Il a commencé à faire un scandale en plein milieu de la salle de sport, jetant des équipements, hurlant comme s'il était possédé. J'étais en état de choc, morte de honte. J'ai couru hors de la salle en pleurant et je suis monté dans ma voiture. J'ai tout laissé derrière moi, ma bouteille d'eau, ma serviette, mes vêtements de sport. À ce moment-là, plus rien ne comptait pour moi. Je voulais juste m'éloigner de lui. Mais bien sûr, Ryan est sorti en courant derrière moi jusqu'à ma voiture, en hurlant de toutes ses forces. J'avais laissé les vitres légèrement entr'ouvertes pour pouvoir entendre, et tout ce que je pouvais faire, c'était prier pour qu'il ne réussisse pas à entrer avant que je ne démarre. Je voulais juste partir, m'échapper de ce cauchemar. Heureusement, j'ai réussi à démarrer la voiture et à quitter le parking, avant qu'il ne m'atteigne. Mais le pire est arrivé quelques nuits plus tard, quand je me suis de nouveau retrouvé face à Ryan. Ce crétin est réapparu sous ma fenêtre, avec une stupide chanson d'Adèle hurlant depuis les haut-parleurs de sa voiture. Je le voyais pleurer et crier, disant qu'il allait se suicider si je ne le pardonnais pas. À ce moment-là, j'ai dû appeler à nouveau la police. Je leur ai demandé de venir d'urgence et de le faire partir. Ils sont arrivés presque 1 heure plus tard, et tout ce qu'ils m'ont dit, c'était de rappeler s'il revenait, mais en réalité, ça ne changeait pas grand-chose. La police, bien souvent, ne fait pas grand-chose dans ces cas-là. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à partir de ce moment-là, Ryan a commencé à créer plusieurs comptes différents sur Instagram. Sur Facebook, il est même allé jusqu'à me contacter via LinkedIn, cherchant par tous les moyens à reprendre contact avec moi. Le plus perturbant a été l'email qu'il m'a envoyé avec une photo de son nouveau tatouage, un petit ours en peluche, tenant un pistolet pointé vers sa tête avec les mots « Ryan Bear » inscrits au-dessus, un surnom enfantin que j'avais utilisé un jour pour exagérer son côté mignon, et qui, avec cette image, semblait désormais sinistre. Le message disait qu'il était triste, accompagné d'un emoji de visage en pleurs. Penser que cette même personne, en à peine 2 mois, en était arrivée là, c'était bien trop. Cette histoire m'a profondément marqué, et honnêtement, je conseille à tout le monde de faire très attention à qui vous laissez entrer dans votre vie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans mon cas, ça n'a duré que quelques mois, mais ça a presque détruit toute ma santé mentale. Au final, j'ai arrêté d'aller à cette salle de sport, et j'ai déménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville, simplement pour ne plus jamais le croiser. Et heureusement, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Cela m'est arrivé il y a environ 1 an, juste quelques jours avant la Saint-Valentin. J'avais 18 ans, et à l'époque, j'étais plutôt timide, un de ces garçons qui passent inaperçus. J'ai toujours eu l'impression que les filles que j'aimais m'ignoraient ou ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Ce soir-là, j'étais dans un restaurant avec mon meilleur ami de l'époque, un gars qu'on appellera Sam. On parlait de tout, surtout de sport et de ces sujets qu'on adorait. À un moment, je lui ai demandé des conseils pour sortir avec des filles parce qu'il avait déjà une copine et semblait s'y connaître. Je lui ai dit que j'en avais marre que les filles ne me regardent même pas, et il m'a dit de sortir mon téléphone. Il m'a montré le profil d'une application de rencontre. Il a sorti le sien, m'a expliqué qu'il avait rencontré sa copine là-dessus, et a commencé à m'expliquer comment créer un bon profil, quoi publier, quelles photos choisir pour attirer l'attention des filles. En rentrant chez moi après notre discussion, je me suis mis à créer mon profil. J'ai cherché la meilleure photo que j'avais, celle où je ne paraissais pas trop nerveux ni trop loser. Et je l'ai mise pour faire bonne impression.
Je suis resté un moment sur l'application, attendant qu'un match arrive, sans trop d'espoir, mais avec l'envie que ça marche. Puis je me suis allongé sur mon lit et j'ai allumé la télé tranquillement, laissant le temps passer. Je n'y croyais pas vraiment, pour être honnête. Mais juste au moment où je pensais que rien n'allait se passer, j'ai entendu un ding sur mon téléphone. Je me suis précipité pour le regarder, et j'ai vu que c'était une notification de l'application. Un message m'indiquait que quelqu'un avait fait un match avec moi. Quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu que c'était une fille qui s'appelait Isla, un prénom original. J'ai ouvert son profil et j'ai vu sa photo. Elle avait le même âge que moi, de longs cheveux noirs, des yeux bleus étincelants et portait une robe bleue, souriante avec ses dents blanches dignes d'une publicité. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire bêtement, comme pour dire « enfin ». Alors, sans trop réfléchir, je lui ai envoyé un simple « salut » pour démarrer la conversation. Moins d'une minute plus tard, Isla m'a répondu avec un autre « salut », tout aussi simple. La discussion a tout de suite bien coulé. Elle semblait très agréable. À un moment donné, je lui ai demandé si elle voulait qu'on se voie en vrai et pas seulement par message. Et le mieux, c'est qu'elle a dit oui. Elle m'a donné son adresse sans hésiter et avant de raccrocher, je lui ai envoyé un pouce levé pour qu'elle sache que j'étais sérieux. J'ai continué à me préparer en enfilant des vêtements chauds parce qu'il faisait un peu froid dehors. Ensuite, j'ai pris mon sac à dos, mon téléphone et je suis monté dans ma voiture. Avant de partir, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais en route par la nationale. Je n'arrêtais pas de penser à la chance que j'avais. Dans moins d'une heure, j'allais rencontrer une fille magnifique grâce à cette application. J'étais super excité, rien qu'à l'idée. Mais au fur et à mesure que j'avançais, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. La route devenait de plus en plus vide. Il n'y avait que des bois de chaque côté et quelques maisons au loin, mais avec très peu de lumière. J'ai pensé un instant que c'était peut-être de la folie d'aller aussi loin, mais je n'ai pas laissé ce doute me ralentir. Je voulais vraiment voir cette fille. Je suis finalement arrivé presque une heure plus tard. Et quand je suis enfin entré dans le quartier, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais là. Et je suis sorti de la voiture pour chercher la maison. Elle m'a immédiatement indiqué laquelle c'était. Et en arrivant, j'ai vu que la maison semblait très vieille. On aurait dit qu'elle allait s'écrouler d'un moment à l'autre. Je ne sais pas, quelque chose dans cette scène me mettait mal à l'aise. Mais j'ai quand même continué et je suis allé jusqu'à la porte. L'herbe du jardin était gigantesque, presque jusqu'aux genoux. On voyait bien que personne n'avait entretenu cet endroit depuis des mois. J'ai renvoyé un message à Isla pour lui dire que j'étais devant la maison et lui demander si elle avait bien mis la bonne adresse. Elle m'a répondu rapidement, disant que oui, que je n'avais qu'à entrer et appeler son nom. Le cœur battant à tout rompre, j'ai poussé la porte lentement et je suis entré. Tout était sombre et couvert de poussière. Je ne voyais personne, pas de trace d'Isla. Et quand j'ai voulu lui envoyer un autre message, je me suis rendu compte que je n'avais plus de connexion, plus aucun signal. Ma première idée a été de la chercher dans le salon. Alors, j'ai marché doucement entre les meubles anciens et dans un coin, j'ai vu une robe bleue brillante suspendue au plafond, avec une perruque noire posée dessus. J'ai tout de suite reconnu que c'était exactement la même robe que sur les photos de son profil. Puis quelque chose a attiré mon attention. Cette perruque semblait étrange, car sur les photos, elle avait toujours les cheveux noirs. Mais là, la perruque avait une teinte légèrement différente. Et en plus, pendue à la robe, il y avait une autre perruque, plus longue et châtain. Je suis resté figé, je ne comprenais plus rien. Avant même de pouvoir réagir, j'ai crié le nom d'Isla, espérant une réponse. Mais à ce moment précis, sorti de nulle part, j'ai entendu une voix grave et terrifiante dire « Oui, juste derrière toi ». Je me suis retourné d'un coup sec, manquant de tomber de peur, mais Isla n'était pas là. Il y avait seulement cette chose en face de moi. Ce n'était pas une fille, c'était un homme. Vêtu d'un sweat à capuche, un jean bleu, des cheveux châtains et un sourire qui m'a glacé le sang. Il me regardait avec une expression plus sinistre que celle du pire des méchants. Et il m'a fait un clin d'œil. En état de choc, je lui ai demandé qui il était. Il n'a rien répondu. Il s'est juste tourné vers la robe
et la perruque, avec ce sourire digne d'un film d'horreur. Puis, quand j'ai reposé les yeux sur lui, je me suis retrouvé face au canon d'un pistolet pointé droit sur moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais tombé dans un piège. Trop tard, bien sûr. Le type, avec une voix grave et glaciale, m'a dit de lui donner tout ce que j'avais dans les poches. Il a sorti un sac, et n'ayant aucun choix, je suis resté figé. Puis j'ai commencé à sortir toutes mes affaires. Mon portefeuille, ma montre, même ce que je portais sur moi. Après m'avoir dépouillé de toutes mes affaires, l'homme s'est éloigné lentement avec le sac à la main et, en quelques secondes, il a disparu par la porte d'entrée, me laissant au milieu du salon, presque nu, terrifié, et me sentant comme le dernier des idiots. Une fois qu'il fut parti, je tremblais. J'ai frappé du pied au sol et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'à ma voiture. Je ne l'ai plus jamais revu, heureusement. Mais maintenant, je savais qu'il avait toutes mes affaires. Je ne suis pas rentré directement chez moi. J'ai couru jusqu'à chez John, toujours en sous-vêtements, et je lui ai tout raconté. Il m'a prêté des vêtements, a appelé la police et leur a expliqué ce qui s'était passé. Quand les agents sont arrivés, j'ai appris que la fille qui m'avait attiré là-bas, Isla, n'existait pas. Bon, ça je le savais déjà, mais il s'est avéré que la maison dans laquelle j'étais entré était une vieille propriété abandonnée, autrefois appartenant à un homme fou mort depuis des années. La police n'a jamais réussi à retrouver l'homme qui m'a volé, pas la moindre trace. Et depuis ce jour, j'ai complètement arrêté d'utiliser les applications de rencontres. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas réagi à temps, mais j'ai encore cette sensation que cette nuit-là aurait pu être la pire de ma vie. Ce type aurait très bien pu me tirer dessus et me laisser mort là-bas. J'ai encore des frissons rien qu'en pensant à cette maison. Et à ce sourire si étrange qu'il m'a lancé. Je m'appelle Léa, et la première fois que je suis tombée amoureuse, c'était en plein été, dans une chaleur moite, dans mon village natal en Thaïlande, vers 1979. Imagine un camp de réfugiés, un de ces endroits où tout le monde se bat avec ses propres drames, ses propres guerres. Dans ce chaos, évidemment, je ne pensais pas à l'amour. Je pensais seulement à survivre et à ce que ma famille reste en sécurité. Grâce à Dieu, nous avons quitté le pays et vivons désormais en Thaïlande. Loin de toute cette folie, notre camp n'était pas aussi grand que d'autres qu'on trouvait par là, comme celui de Bon Vinay ou de Lon King. C'était un camp plus petit, à quelques heures, au milieu de nulle part, sans clôture, sans barbelés, et on pouvait entrer et sortir sans problème quand on voulait. Je me souviens de ces jours où mon père frappait fort sur le bambou pour construire notre première petite maison là-bas. C'était quelque chose de simple, sans grand-chose, car nous n'avions pas les ressources des camps plus importants. Mais les Hmongs sont connus pour savoir faire beaucoup avec très peu, et même si ce n'était pas facile, avec du travail et de la volonté, nous avons réussi à faire de cette petite maison quelque chose de vraiment à nous. La vie dans le camp n'était pas facile, mais on s'en sortait. Quand j'ai eu 11 ans, beaucoup de choses ont changé pour moi. Je n'étais plus une enfant, mais pas encore une adolescente. Je détestais qu'on m'appelle petite fille, car en réalité, j'avais déjà beaucoup de responsabilités. C'était un moment étrange, parce que je commençais à comprendre qui j'étais, tout en ressentant une immense curiosité pour tout, pour tous les secrets du monde qui m'entourait. C'est à ce moment-là que, par un hasard du destin, a commencé mon premier vrai béguin, même si je n'avais encore jamais été amoureuse pour de vrai. C'était juste ce désir étrange de ressentir quelque chose de plus fort que de l'amitié. On m'avait raconté des histoires de femmes et de relations toxiques, et même si je n'avais encore jamais vécu quoi que ce soit de douloureux avec quelqu'un que j'aimais, je comprenais déjà cette peur profonde que ressentent celles et ceux qui ont eu de mauvaises expériences avec des personnes qu'ils ont un jour beaucoup aimées. Tout a commencé une nuit alors que je dormais dans mon lit, collé au mur de bois de notre petite maison. La lune brillait dehors, et dans le calme de la nuit, j'ai soudain entendu une voix douce qui appelait mon prénom. C'était comme si elle traversait la mince cloison pour venir se glisser jusque dans mes oreilles. « Léa, ou Flore », disait-elle. Je suis resté figé, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. J'ai fait semblant de dormir, trop effrayé pour répondre.
Mais cette voix, je la connaissais bien. C'était King, un garçon du village, âgé d'environ 12 ans, et qui vivait dans un camp plus grand, plus éloigné du nôtre. Il était venu ce jour-là apporter quelques affaires, et m'avait vu, mais à cause de sa timidité, il n'avait pas osé venir me parler. Il avait dit que j'étais très jolie. Jamais personne, à part ma famille, ne m'avait dit ce mot-là, jolie. Mais lui, il me l'avait dit, et cela m'avait fait réfléchir. Au début, je ne lui avais pas répondu. J'étais restée silencieuse. Mais il est revenu, chaque nuit, juste après que tout le camp s'endorme. Il racontait des histoires de ses aventures, en dehors du camp, des récits presque irréels. Il disait avoir vu un buffle géant, presque aussi gros qu'une maison, et avoir passé des jours à chasser près de la rivière, à rassembler les os d'un dragon d'eau. Je ne sais pas où il allait chercher toutes ces histoires, mais j'adorais les écouter. Il m'avait dit de ne jamais sortir seul, que tout dehors était dangereux, mais moi, j'étais fasciné par ces récits, et j'attendais chaque nuit avec impatience pour en entendre davantage. Au fil du temps, alors que je me sentais de plus en plus à l'aise avec King, je lui ai demandé comment je pourrais le retrouver. À cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les gens ne se retrouvaient que par hasard, et si on voulait se revoir, il fallait vraiment le planifier à l'avance. Il m'a répondu une phrase que je n'ai jamais oubliée. « Si tu me ressens, tu sauras. » Et oui, il avait raison. Je sentais sa présence en moi, une sorte de frisson qui grandissait de plus en plus. Quand cette sensation devenait trop forte, sa voix revenait comme une douce brise à travers ses parois fines, et cela m'apaisait. Cela me faisait sentir que peut-être ce que je commençais à éprouver, c'était de l'amour. Une nuit, je lui ai demandé qu'on se voie en vrai. Je voulais voir ses yeux, savoir s'il était aussi beau que je l'imaginais. Je me souviens avoir été nerveuse. J'avais pensé à prendre sa main, à ce que cela ferait de sentir sa peau. Mais King m'a dit qu'il pensait encore être trop laid pour que je m'intéresse à lui, que si on se voyait maintenant, je perdrais tout intérêt pour lui. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Il m'avait déjà conquise. Il a dit que le moment viendrait, que nous nous verrions pour de vrai, et que cela vaudrait la peine d'attendre. Le lendemain, une grande agitation secoua le camp. Une de nos voisines, une jeune fille plus âgée que moi, avait disparu. La fille de notre voisin Shaw, qui avait seulement quelques années de plus que moi, s'était enfuie pendant la nuit. Sa mère disait qu'elle avait parlé avec un garçon, et qu'elle s'était sûrement enfuie pour se marier avec lui. Les gens se sont mis à murmurer entre eux, mais un ancien du village a tenté de calmer tout le monde en disant que si elle s'était mariée, un négociateur du village, qu'on appelait Makong, viendrait bientôt pour officialiser les choses. La vérité, c'est que cela m'a brisé le cœur. Je l'avais vue, elle, avec son petit ami, quelquefois en cachette, quand ses parents n'étaient pas là. Elle avait l'air heureuse, amoureuse, et perdue dans cette histoire d'amour secrète. J'avais tellement envie de raconter tout ça à King, mais cette nuit-là, il n'est pas venu, et il n'est pas revenu pendant plusieurs jours. Quand il est enfin revenu, on a parlé, et il m'a dit qu'il avait un plan, mais qu'il me l'expliquerait plus tard. Le lendemain, une nouvelle est arrivée, et elle a bouleversé toute notre vie. Mes parents avaient réussi à obtenir quelque chose de meilleur. On allait partir pour les États-Unis, à un endroit où une église chrétienne nous avait parrainés pour recommencer une nouvelle vie. D'un côté, j'étais heureuse pour ma famille, mais de l'autre, j'avais une douleur énorme dans la poitrine. Je ne voulais pas me faire à l'idée que je ne reverrais peut-être jamais King. Cette nuit-là, il est revenu comme toujours, et je lui ai annoncé la nouvelle. Il m'a dit qu'il était content pour moi, mais j'ai senti dans sa voix que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé de chercher, lui aussi un parrain, et que peut-être un jour, on pourrait se retrouver aux États-Unis. Il a hésité. Il m'a expliqué qu'il ne pouvait pas vivre là-bas, que c'était très différent, et que sa place était ici. Mon cœur s'est brisé. J'ai ressenti une tristesse immense, parce que pour la première fois, j'ai imaginé ce que ça ferait de ne plus jamais le revoir. Je n'ai pas pu supporter cette idée. Je suis sorti de la maison en silence et je suis allé le chercher. Mais en tournant au coin de la maison, il n'était plus là. Je n'entendais que le froissement de ses vêtements dans la nuit, le murmure des ombres. Je l'ai appelé King King, désespéré. Et soudain, quelque chose m'a attrapé par l'épaule. C'était mon père,
Il m'a demandé ce que je faisais encore debout, et à ce moment-là, je n'ai pas su quoi lui dire. Je lui ai menti, disant que j'avais entendu un bruit. Il m'a ordonné de rentrer. Cette nuit-là, mon père est resté éveillé, assis près de la porte. King n'est pas revenu, et pas avant la veille de notre départ pour les États-Unis. Cette nuit-là, King m'a demandé de le suivre en secret, qu'il avait un plan. Je l'ai écouté, et même si j'étais partagé, je n'ai pas pu lui dire non. Il m'a expliqué qu'en allant vers le jardin, il y avait une bifurcation qui menait à un petit ruisseau facile à traverser. Là, il laisserait un morceau de tissu rouge accroché à un arbre pour que je sache que j'étais sur le bon chemin. Ensuite, ce sentier me mènerait jusqu'à une maison qu'il avait construite lui-même. Et là, il m'attendrait pour que je le rejoigne pour toujours. Au début, j'ai accepté un peu, surtout parce que King n'acceptait pas un non comme réponse. Mais au fond de moi, je savais que c'était dangereux et que je risquais de tout gâcher. Finalement, je lui ai seulement dit que je l'aimais. Et lui m'a répondu qu'il m'aimait aussi. Et juste avant de dormir, j'ai fermé les yeux en me disant que peut-être cette aventure en valait la peine. Le lendemain, j'ai accompagné ma mère jusqu'au jardin. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes et que je ne serais pas loin. Quand nous sommes arrivés à la bifurcation, je n'ai pas pu résister. Je me suis légèrement détourné pour aller jusqu'à ce petit ruisseau dont King m'avait parlé. J'ai regardé l'eau couler lentement, entourée d'arbres. Et là, accroché à un arbre de l'autre côté du ruisseau, il y avait le morceau de tissu rouge. Je suis restée là, silencieuse, peut-être pour la première fois de ma vie, avec une pensée vraiment profonde. Nous ne sommes tous qu'à quelques décisions de changer complètement notre histoire. J'ai imaginé ma vie avec King, bâtissant notre propre famille, vivant ces aventures qui me faisaient rêver quand il me les racontait. J'ai souri, mais la réalité m'a vite rattrapé. J'ai pensé à mes parents, seuls dans un pays inconnu, dans une terre qu'ils ne connaissaient pas encore. J'ai ressenti de la peur, du doute, et à ce moment-là, j'ai su que ma place, pour l'instant, était avec eux. Alors je suis retourné sur mes pas. Finalement, l'heure était venue de quitter ce village, ce foyer que j'avais toujours connu. Les gens montaient à l'arrière d'un vieux camion pour aller jusqu'à l'aéroport. Mes parents m'ont aidé à monter avec ma seule possession, un petit sac rempli de vêtements. Le camion a commencé à s'éloigner, et les mains de nos proches s'étendaient, s'accrochaient au départ. Tout le monde pleurait. Je n'ai pas réussi à voir King avant de partir. Mais quand j'ai regardé une dernière fois par la fenêtre, j'ai vu un visage dans la foule. C'était lui, le garçon le plus beau, celui qui avait peuplé mes rêves. Je l'ai appelé « King, King !» J'ai crié désespéré. Mais mes parents m'ont attrapé et soulevé, me regardant comme si j'étais folle. Je voulais qu'il court vers moi, qu'il me rattrape, qu'il saute dans le camion. Mais il est resté là immobile, me fixant avec une expression mêlée de tristesse et de colère. Et pourtant, c'était comme si personne d'autre ne le voyait, comme si, à cet instant, il n'y avait que lui et moi dans tout l'univers. Peut-être que je me trompais. Je ne le savais pas. Les gens, le village, King. Tout devenait de plus en plus petit à mesure que nous nous éloignions, jusqu'à disparaître complètement. Et il ne restait que le silence. Ce silence qui me serre encore la poitrine quand j'y pense. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai 4 enfants. J'ai rencontré mon mari aux États-Unis, et vraiment, il a été une bénédiction. Toujours doux avec moi, toujours présent. Je ne pourrais pas rêver d'un meilleur père pour mes enfants. Mais malgré tout, malgré cette vie paisible et remplie, il y a des choses auxquelles je ne peux m'empêcher de penser. Comme à King, ce garçon du camp, mon premier amour. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais il m'arrive encore souvent de penser à lui, de me demander ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes, si elles s'étaient déroulées comme il l'avait imaginé. Des années plus tard, quand mes enfants étaient grands, qu'ils avaient chacun leur vie, mon mari et moi avons économisé pour faire un voyage en Thaïlande. Pour lui, c'était une escapade romantique. Pour moi, c'était un pèlerinage. Je voulais revoir ce lieu, même si ce n'était que pour me souvenir. Voir s'il restait quelque chose de ce passé qui m'accompagnait encore. Quand nous sommes arrivés, tout avait changé. Il n'y avait plus de camp, tout avait été détruit, balayé. Il ne restait que les collines verdoyantes et le silence. Ce même silence,
témoin d'un refuge disparu pour des gens comme moi. Pourtant, ma mémoire était restée vive, et peu à peu, j'ai commencé à retracer les anciens chemins de mon enfance. J'ai suivi un sentier qui montait vers la colline. Là où, autrefois, les maisons de fortune se dressaient, maintenant, ce n'était qu'un champ de riz. Des agriculteurs y travaillaient paisiblement avec leurs buffles. Je me suis approché d'une jeune femme qui tenait l'un d'eux par la corde, et je lui ai demandé si elle connaissait le sentier qui menait plus loin. Elle m'a regardé avec étonnement, puis m'a répondu qu'il n'y avait plus rien là-bas. Rien que la jungle. Mon cœur s'est serré. Je voulais que ce soit faux, qu'il reste encore quelque chose là-bas. Ne serait-ce qu'un arbre, une trace, une pierre, quelque chose qui se souvienne de moi. Mais il ne restait que cette paix silencieuse, et la nature, redevenue reine. Alors j'ai continué à marcher. J'ai gravi ce chemin abrupt, presque en courant, comme si j'étais encore cet enfant de 11 ans, courant après des réponses. J'ai repensé à King, à ce garçon magnifique, fort, debout devant cette maison que j'avais imaginée tant de fois. Je me suis dit qu'il avait sûrement grandi lui aussi, et j'ai espéré qu'il soit peut-être encore là, dans cet endroit oublié m'attendant. Mais même en demandant aux gens, personne ne semblait le connaître. J'ai pensé qu'il était peut-être parti quelque part lui aussi, même si autrefois il m'avait juré qu'il ne partirait jamais. Et quand je suis arrivé dans une clairière, j'ai compris. Tout appartenait au passé. Ce qui restait d'un petit bâtiment n'était plus qu'une base fissurée, couverte de mousse et d'oubli. Sur une poutre pourrie, j'ai vu un morceau de tissu rouge, usé, mais encore teinté de cet éclat que je me souvenais si bien. J'ai senti que sa présence était encore là, quelque part, même si, en vérité, il n'y avait rien d'autre que le silence autour de moi. Pendant un instant, il m'a semblé entendre à nouveau sa voix, un murmure, prononçant mon prénom, comme cette toute première nuit où je l'avais entendu. Mon cœur s'est serré, et en m'approchant un peu plus, j'ai senti une étrange sensation, presque un vertige. C'est à ce moment-là que mon mari a posé doucement la main sur mon épaule et m'a dit de faire attention. Il a regardé les pierres autour de nous, puis, d'une voix basse, m'a averti. Peut-être que nous étions dans un ancien cimetière indigène, un lieu où l'on enterrait autrefois les enfants Hmong. Et là, la nostalgie s'est mêlée à la peur. J'ai regardé autour de moi, tentant de confirmer ce qu'il disait. C'était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Et depuis ce jour, je vis avec un doute que je ne parviens pas à dissiper. King a-t-il vraiment existé? Où était-il? L'esprit d'un ancien enfant, enterré dans ce lieu oublié, une âme ancienne, qui n'a jamais trouvé le repos parmi les morts, je ne le sais pas, et peut-être que je ne le saurai jamais. Mais au fond de moi, quelque chose me murmure que j'ai fait le bon choix, en ne le rejoignant pas ce jour-là.